Alors, comment décarboner la filière semence? Ce sera le thème de cette première table ronde. Et j'accueille pour cela Gilles Lachambre, directeur semence d'Eurosem, filiale du groupe coopératif Cérésia, ainsi que Laura Alupka, coordinatrice générale RSE au sein du groupe Dijon Céréales, et Géraldine Bernard qui nous rejoint, responsable global agriculture durable chez Heineken. Je vous laisse vous asseoir comme vous souhaitez et on va attaquer peut-être avec Gilles tout d'abord. Est-ce qu'on sait, Gilles, le poids relatif quelque part en matière d'émissions de gaz à effet de serre donc que peut représenter la semence dans l'agriculture? Bonjour à toutes et tous. Non, malheureusement aujourd'hui je ne peux pas témoigner sur l'effet de gaz à effet de serre que l'on peut dégager sur la partie semence. Mais on est en train, puisqu'on fait partie par le groupe des entreprises à plus de 500 salariés, donc on est tenu de publier notre bilan carbone. Donc on est en cours, on est en scope 3 pour réaliser notre bilan carbone. Et là, quand on aura le bilan carbone, je pourrai répondre. Alors, on va justement rentrer bien dans le vif du sujet. Vous, concrètement, comment vous êtes engagé? Ou tout d'abord, quelle a été votre motivation? Alors, au niveau du groupe, il y a eu la décision de lancer la démarche RSE. Donc, et dans la démarche RSE, on avait cinq grands objectifs, dont la réduction de l'impact environnemental de notre entreprise. La première étape, des panneaux photovoltaïques sur les toits. Alors, tout à fait. La première étape, même si on n'a pas mesuré notre bilan carbone, on est bien conscient qu'on a un impact, principalement sur deux grands thèmes, qui vont être le transport et de nos marchandises, et la consommation électrique de nos outils industriels pour travailler la semence. Donc face à ça, on a décidé il y a 2 ans d'équiper une des stations avec des panneaux photovoltaïques. Donc on a installé 6000 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit d'une des stations, ce qui représente une production de 1000 MWh par an. Alors, je vais détailler un petit peu parce que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde ce que représente 1000 MWh par an de production. On détient 2 usines, donc celle qui supporte, on va dire, le toit photovoltaïque, consomme par an environ 700 MWh d'électricité. Si j'ajoute la deuxième usine qui n'a pas de photovoltaïque mais qui consomme de l'électricité à hauteur de 200-210 MWh par an. Donc si on additionne la consommation des 2 usines pour produire les semences, on est en dessous de la production, donc on est positif. Donc vous gagnez l'argent. Voilà. Vous décarbonez. Alors de l'argent, au bout de quelques années. On fera le distinguo entre le bilan économique de ce projet et le bilan environnemental. Justement, un ordre d'idée du coût. 6000 m², c'est beaucoup. L'investissement s'est élevé à 750 000 euros, uniquement les panneaux photovoltaïques et toute l'installation qui va avec. Je ne parle pas de la structure qui avait déjà été en mesure de supporter des panneaux photovoltaïques. Et pour finir un peu ce tour d'horizon, est-ce que vous avez été aidé ou est-ce qu'il y a eu des freins? Comment c'est passé? Alors, des aides, non, puisque à l'époque du contrat, donc on est sur un contrat, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du bilan environnemental et du bilan économique. À l'époque, le contrat avait été signé sur une totalité de revente de la production et donc une totalité du rachat d'électricité. À l'époque, il y a 2 ans, de la signature du contrat, ça se passait bien, c'était équilibré et un petit peu positif. Donc, mais depuis ce que nous avons tous connu, une inflation énorme des coûts électriques, donc là, le bilan économique n'est plus positif. Le bilan environnemental, bien entendu, le reste par rapport à la consommation. Au niveau des aides, donc, il n'y en a pas eu. Et puis au niveau des freins, je mettrai en évidence une lenteur administrative des dossiers. Ça a mis énormément de temps entre le moment de la décision
et la première facture que j'ai pu émettre pour toucher quelque chose. Bon. Donc là, on a vu côté semencier, on descend, on va aller côté organisme stockeur, distribution. Alors déjà, la RSE, Laura, c'est une affaire collective chez vous, au sein de Dijon Céréales. Oui, alors la RSE, c'est une affaire collective au sein du groupe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la RSE au sein du groupe Dijon Céréales, on la traite dans le cadre d'un collectif RSE qui a été créé expressément pour traiter toutes les facettes de la RSE du groupe Dijon Céréales, avec 10 personnes autour de la table, par exemple un expert énergie renouvelable, un expert data, un expert pôle agricole, distribution, ou encore RH ou communication, pour qu'on puisse réellement être impactant et intégrer notre stratégie RSE dans le cadre d'une stratégie globale groupe et non pas la traiter comme un sujet indépendant. C'est pour ça que vous n'êtes pas directrice, mais coordinatrice générale. Exactement, c'est pour ça que je dis souvent que je suis animateur et coordinateur du collectif RSE et non pas directeur de la stratégie RSE du groupe Dijon Céréales, qui est évidemment impulsée par notre gouvernance, qui est une gouvernance engagée avec la direction générale et les élus de notre conseil d'administration. De façon très synthétique, les axes de la RSE chez vous? Alors, nos axes de RSE, on les a définis tout d'abord en effectuant ce qu'on appelle une matrice de simple matérialité, c'est-à-dire qu'on a croisé les attentes de nos parties prenantes, qui sont nos clients, nos fournisseurs, mais également les attentes en interne de nos filiales, de nos salariés, de nos collaborateurs. Et ça nous a véritablement permis d'objectiver nos angles d'attaque, si on peut le dire ainsi, sur notre politique RSE, avec 4 piliers qui en sont ressortis. Alors, de manière très synthétique, on a un pilier, par exemple, sur la valorisation de nos productions et de nos produits agricoles, notamment avec tout ce qui concerne la sécurisation du revenu agricole et la valorisation de nos filières. On a également un pilier sur l'aménagement du territoire, donc avec un tissu local qui est très prégnant au niveau de la coopérative, qui est un acteur assez important au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un autre sur la transition évidemment écologique et agroalimentaire, notamment avec la partie photovoltaïsme également et la partie agroénergie. Et puis un 4e pilier qui est le climat social en entreprise, puisque la RSE c'est de l'environnement, c'est de l'économie, mais pour pouvoir performer, il faut aussi que l'ensemble des collaborateurs soient impliqués dans ce projet. Alors on focalise bien sûr sur la décarbonation, c'est le thème de cette table ronde. Vous avez un projet important, on en parle beaucoup actuellement, dans les bioénergies. Oui, effectivement, je pense que vous parlez du projet Secalia, donc qui est une unité de méthanisation collective 100% végétale, qui a vu le jour, dont la réflexion au départ était portée sur comment essayer de trouver des solutions, puisqu'on se retrouvait sur une impasse au niveau notamment des surfaces de colza qui s'effondraient. On est dans un territoire, Secalia, qui est le territoire du Châtillonnais. Donc c'est un territoire avec des sols à potentiel moyen. On était vraiment dans une impasse au niveau des altises, de la réduction des produits phytosanitaires, des réductions de surface en colza. Et donc évidemment, la coopérative a pris le sujet à bras-le-corps, essayer de trouver des solutions, à la fois pour allonger les rotations des cultures, mais également pour trouver des solutions économiques pour nos agriculteurs. Et c'est de là qu'est né le projet Secalia qui, pour moi, de mon point de vue RSE, est un exemple vraiment très illustratif de la politique RSE, puisqu'il joint à la fois la partie agronomique, avec l'allongement des cultures, une tête de rotation avec les cives, donc culture intermédiaire à vocation énergétique, pour ce projet-là qui s'axe principalement sur le seigle fourrager, et puis économique avec une revente des cives à la coopérative agricole et un épandage du digesta issu de la méthanisation des cives dans cette unité. Donc c'est vraiment un projet intégré, collectif, dans lequel on peut embarquer aussi les agriculteurs dans un format industriel mais durable. Alors c'est une façon décarbonée et pas à la marge. Donnez-nous peut-être quelques chiffres clés. Alors des chiffres clés, oui. Aujourd'hui, Secalia, ça représente à peu près 150 adhérents agriculteurs qui font partie du projet et qui sont d'ailleurs au capital au travers de la coopérative Dijon Céréales et d'autres. C'est 95 millions d'investissements sur cette unité. Et puis ça représente aujourd'hui 4500 hectares de cives qui ont été récoltés l'année dernière.
avec 170 000 mètres cubes de digestat qui ont pu être produits par l'intermédiaire de ce méthaniseur. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a la volonté d'alimenter à peu près 25 000 foyers qui représentent 15% de la consommation en biogaz sur le territoire de la Côte d'Or. Donc voilà un petit peu en quelques chiffres pour dimensionner ce projet, et on a aujourd'hui l'ambition de porter la réflexion sur d'autres sites, notamment 3 sites qui sont plus qu'à l'état de réflexion, en tout cas à l'état de construction sur le nord de Dijon, le sud de la Côte d'Or et puis Lyon. Donc 25 000 foyers, c'est très important, la fourniture aussi d'engrais de type organique. Donc on va se retrouver avec un véritable changement d'approche aussi au sein de la coopérative, c'est un nouveau métier. Oui, c'est une approche qui se veut être quand même une approche complémentaire avec les autres axes qu'on étudie dans le cadre de la RSE. On a également cette partie agri-photovoltaïsme qu'on traite. Pour nous, finalement, la combinaison de l'énergie verte, donc l'électricité au travers de nos panneaux photovoltaïques, mais également du biogaz au travers de la méthanisation, c'est vraiment rentrer dans un cercle vertueux où on peut aussi alimenter des villes, alimenter des entreprises, au-delà des foyers et des ménages. Et on a cette volonté de s'intégrer, alors la coopérative, mais par extension le monde agricole, sur un écosystème positif qui est porteur de sens, porteur de valeur, et surtout porteur de valeur sur plusieurs années. Donc en tout cas, à ce stade de la réflexion, pour nous, sont vraiment des projets porteurs de solutions sur plusieurs années et sécurisants aussi pour nos adhérents. Et ça, c'est très important, parce que vous offrez une visibilité à vos adhérents sur plusieurs années. Exactement, on est sur un prix fixe sur 15 ans sur les cultures de cives. Donc on s'est engagé économiquement avec eux sur un prix fixe sur plusieurs années. Et on a également, comme je vous le disais, ce revenu complémentaire aussi, cette solution apportée avec notamment la rotation des cultures, avec cette tête de rotation en cive qui vient également pérenniser ce système agricole et apporter des solutions aux problématiques qu'on avait rencontrées notamment autour des années 2010 sur les colzas. Et c'est là où on ressent bien le changement aussi dans la contractualisation des coopératives, c'est-à-dire qu'on change de pas de temps dans la capacité à s'engager pour assurer un revenu. Géraldine, on va vous donner un micro. Donc, chez Heineken, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques chiffres clés pour rappeler l'importance du groupe? Oui, alors, par exemple, quelques chiffres clés. En premier, sur 3 bières produites en France, il y en a une qui est produite par le groupe Heineken. Donc ça, c'est un peu pour Heineken. Ensuite, d'un point de vue pays source, en tant que pays source pour l'orge, sur l'ensemble de l'orge achetée par Heineken mondialement, 1/3 provient de la France en tant que pays cultivateur. Donc c'est énorme. La France pèse énormément pour nous, d'une part en tant que filiale, mais aussi beaucoup en tant que pays d'origine, pays de cultivation. Et enfin, en termes d'émissions de carbone, c'est intéressant. Au niveau de la France en tant que filiale France, on a 27% des émissions qui proviennent de l'agriculture, qui sont liées à l'agriculture, contre le premier émetteur qui est, pour vous donner une idée, qui est le packaging, donc tout ce qui est emballage, qui lui est à 42%. Donc c'est vraiment le deuxième pôle d'émissions, l'agriculture en France, juste après l'emballage. Et au niveau du groupe, c'est aussi le deuxième après l'emballage. Et cette fois-ci, il est à 20%. Donc on a 20% de nos émissions au niveau mondial qui proviennent de l'agriculture. Alors vous avez dit 27% donc pour la partie agricole sur la globalité des émissions. Est-ce que vous savez là encore plus fin, c'est-à-dire savoir parmi les émissions agricoles, est-ce que vous savez quantifier les différentes parties? En fait, là, je pense que tout le monde, personne ne sera étonné, mais globalement, c'est vraiment toute la partie fertilisant qui occupe le terrain. Donc 40% environ des émissions, c'est l'application des fertilisants, 40% la production, et les 20% restants, un mix de différentes choses, mais avec une bonne partie sur les machines agricoles. Alors on l'a vu, Annelle Bibar a dit, plus on est au contact du consommateur, plus on est impliqué, investi. Est-ce que justement vous vous sentez investi pour agir sur ces différents leviers? Alors, on a commencé à s'intéresser au sujet en 2019-2020, quand le groupe a commencé à expliquer qu'il y avait une volonté d'avoir un engagement groupe, donc un engagement global en termes de décarbonation à 2030 et 2040. Et là-dessus, bon,
tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement la partie agricole pesait lourd, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde parce qu'on est quand même une entreprise industrielle qui n'a pas forcément une très très forte culture agricole au départ, parce on a un modèle d'achat qui fait qu'on n'est pas en lien direct avec les agriculteurs pour la majorité. Donc on n'avait pas forcément cette conscience-là. Donc on a eu ces premières années 2019-2020 de prise de conscience de l'importance de la partie agricole. On s'est fait évidemment aider par des experts. Et vers 2020, fin 2020, on a mis en place une feuille de route de décarbonation à 2030. Donc cette feuille de route, pour répondre à votre question, elle est en gros répartie en 2 principales étapes. La première étape, c'était vraiment de se dire, on veut engager nos partenaires, donc notre chaîne de valeur, nos transformateurs et derrière les coopératives. Et pour ça, on a mis en place un programme pilote bas carbone. En fait, l'idée, c'est de mettre en place et de supporter financièrement 500 pilotes dans nos 15 premiers pays de sourcing dans le monde pour le maïs et l'orge, puisque le maïs et l'orge, c'est plus de 80% de nos achats de matières premières agricoles. Donc c'est vraiment ce qui impacte le plus d'un point de vue carbone aussi. Et donc ça a été vraiment de lancer en 2020-2021 cette première phase pilote avec une logique d'obligation de moyens et non de résultats, donc vraiment du test and learn, comme ça a été dit plus tôt. De voir en fait avec des pratiques davantage bas carbone quelle était la corrélation qu'on pouvait faire sur plusieurs années en termes de réduction et de séquestration, évidemment en utilisant un outil spécifique carbone. Donc voilà, c'était vraiment accompagner ce changement avec beaucoup d'appui, donc c'était un travail très collaboratif, beaucoup d'appui des coopératives surtout, qui vraiment ont permis de transmettre le savoir auprès d'un certain nombre d'agriculteurs, notamment sur les pratiques bas carbone. Donc toute la partie formation a été très assurée par les coopératives, ainsi que la partie remontée de data, qui est quand même pas une mince affaire. On en parle peut-être parfois un peu moins, le temps passé sur la remontée de data et la justesse des remontées. Et le deuxième gros chantier, donc c'est vraiment celui auquel on s'attaque en ce moment, qui est un petit peu moins, forcément, qui est un peu en travail en ce moment, c'est la partie mise à l'échelle, donc qui a été évoquée aussi. C'est vraiment de se dire, on passe d'une logique de pilote, test and learn, à, OK, on a quand même un objectif de décarbonation en agriculture à 2030, moins 30%. C'est quand même demain. Donc comment on fait pour passer à l'échelle? Et là, les programmes qu'on essaie de mettre en place actuellement sont des programmes qu'on appelle d'agriculture régénératrice, dans le sens où c'est vraiment une mise à l'échelle, on n'est plus seul, on ne travaille plus juste à la parcelle, à la culture, mais en rotation, avec d'autres industriels qui vont également mettre au pot en termes de financement. Et aussi sortir un peu que de la lorgnette carbone et associer d'autres indicateurs environnementaux et sociaux pour avoir une approche davantage holistique. Alors, vous avez dit 2 mots importants, rémunérer, ça veut dire rémunérer un tout petit peu? C'est compliqué comme question. Et à la fois les simples. Alors, en gros, rémunérer, ce que je peux vous dire, c'est que sur la partie, donc la première phase pilote, on est parti sur une logique relativement simple. On a décidé de rémunérer de façon fixe, un montant fixe annuel, qui a pour objectif de contribuer évidemment aux investissements potentiels, surtout en OPEX, à mettre en place par les agriculteurs pour les pratiques alternatives. Et aussi, bien près en du cas de baisse de rendement, si vous pouvez rapprocher un peu le micro. en cas de baisse de rendement, ça pouvait vraiment contribuer à cette potentielle baisse de rendement. Mais ça restait un montant fixe annuel. Sur la phase 2, on passe dans une logique de prime à l'hectare qui, elle, couvre évidemment tout ce qui va être investissement de l'agriculteur, potentielle baisse de rendement, temps passé justement sur toute la dimension administrative, mais également au niveau de la coopérative, toute la coordination de ce type de gros programme, parce que quand on se parle de programme à l'échelle de la rotation et de l'exploitation, c'est vraiment beaucoup de coordination. Aussi toute la partie outils et data qui devient aussi assez monstrueuse. Je suis sûre que j'oublie quelques éléments, mais en gros, c'est financer l'intégralité du programme à plusieurs, avec si possible aussi des subventions au niveau pays, enfin au niveau national et au niveau Europe, qui complètent souvent actuellement ce type de dispositif. Bon, merci beaucoup. Donc on a vu 3 initiatives, 3 acteurs de la filière. Gilles, vous êtes tous et toutes dans le même bateau? Oui, complètement, puisqu'on est à l'origine de la culture, que ce soit de l'orge de printemps pour faire de la brasserie ou d'hiver, mais aussi des autres cultures.
Mais est-ce que vous vous parlez ou est-ce que c'est la première fois que vous prenez conscience? Alors moi personnellement non, pas cette chance, mais au niveau de la coopérative, oui bien sûr, puisque on travaille en filière, surtout sur la brasserie, c'est des filières qui sont bien identifiées, donc oui, ça communique. Parce qu'il pourrait y avoir coordination un peu entre les différents... Allez-y, réagissez vous aussi au niveau de la coopération. Oui, j'allais compléter, effectivement. Évidemment, on se parle, on fonctionne en écosystème. Comme l'a dit Géraldine également sur la partie collaboration, on n'est pas tout seul dans notre coin, on travaille vraiment avec nos partenaires. Nous, pour un exemple peut-être un peu plus parlant, par exemple sur Secalia dont on parlait tout à l'heure, on s'est allié avec un partenaire qui est TSE, qui est un énergéticien. Évidemment, tout seul, comme on le dit souvent, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un petit peu ce qu'on souhaite faire également sur cette partie évolution et transition agricole, où finalement en s'alliant avec des experts du domaine, on peut aller également sur une transition un peu plus rapide et cohérent avec des systèmes agricoles. Nous, on l'envisage notamment en complémentarité avec la production alimentaire et non pas en supplantant les productions alimentaires déjà existantes. Et ça, il me semble que c'est fondamental. Et dans notre cadre, par exemple, sur la partie panneaux photovoltaïques, on a 3 démonstrateurs au niveau, 2 dans le territoire de Dijon-Céréales, Verdonnay, Chanay et Amance, pour ceux qui connaissent un petit peu la région Bourgogne-Franche-Comté. Sur ces panneaux photovoltaïques qu'on a installés, donc en ombrière avec un partenaire qui s'appelle TSE et en palissade avec Total Énergie. On s'allie également avec l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, pour pouvoir aussi pousser les systèmes alimentaires qui sont en dessous des panneaux, de voir si vraiment il y a un impact sur le stress hydrique, sur la croissance végétative, sur la biomasse foliaire. Et tout ça, ce sont des recherches aussi qui sont menées de front, donc évidemment sur plusieurs années. Là, à ce stade, on n'a pas encore des résultats pour les interpréter correctement. Mais c'est vraiment en alliant nos forces sur la partie énergie, production agricole et recherche qu'on arrivera véritablement, en tout cas à notre sens, de faire avancer la transition pour des systèmes cohérents et en lien direct avec la problématique des agriculteurs. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une coopérative qui jusqu'à présent fait des métiers traditionnels de coopérative, demain va avoir un chiffre d'affaires non négligeable qui va être issu de la fourniture de gaz et de la fourniture d'électricité. Effectivement, nous, en tout cas sur le modèle de Dijon Céréales, effectivement, on fait évoluer notre chiffre d'affaires sur une partie production agricole traditionnelle et classique et une partie qui évoluera et qui prend finalement sa place de manière grandissante sur le volet énergie. Et là-dessus, vous avez peut-être des demandes vis-à-vis aussi des semenciers. Tout à fait. Moi, j'insiste, je vais réinsister, et ça a été dit, sur l'histoire de la filière. On a tous notre rôle à jouer à chaque niveau de l'étape, et on peut même inclure les obtenteurs avec le progrès génétique. Donc, il faut vraiment démarrer du début jusqu'à l'utilisation et jusqu'au consommateur. Donc, vraiment un travail de filière, et il y a des choses à faire. Donc, côté Dijon Céréales, il y avait le biogaz. La date d'inauguration, ça sera quand ? Alors là, on injecte le gaz le mois prochain, en D'accord, mars, donc on est tout 2024. Le chantier de l'usine n'est pas terminé, il sera terminé en septembre, parce qu'évidemment, on a aussi des unités décentralisées pour les stocks de cives et de digesta, mais on fait la première injection en mars. D'accord. Côté électrique, la fourniture agrivoltaïque, c'est pour plus tard. C'est un petit peu, oui. C'est un modèle qui est encore en cours de construction, qui est imminent quand même, mais qui n'aura pas lieu de manière aussi imminente que c'est ça, peut-être 4-5 ans, enfin c'est du moyen terme, c'est ça globalement l'idée pour avoir. Et si on regarde vos démarches à vous, Gilles, il y a une seconde étape. La première étape, c'était les panneaux, on l'a dit, et la seconde étape ? Alors, on a mis en place une seconde étape pour toujours aller dans le bon sens de la décarbonation. C'est la mise en place de consignes sur nos palettes de semences, puisque toutes les semences sont livrées sur palettes bois. Et il fut un temps où les palettes étaient des palettes, ce qu'on appelait perdues, c'est-à-dire qu'elles restaient chez les agriculteurs. Et donc, il y a quelques années, on a mis en place une première phase de consigne pour récupérer. Alors, on ne récupère pas toutes les palettes, puisqu'on va rester sur du local, pour éviter non plus des transports supplémentaires.
Mais sur le territoire de la coopérative, du groupe, on récupère, donc on consigne les palettes quand on livre les semences, et on récupère et on rembourse intégralement la consigne à l'agriculteur quand il ramène les palettes. Ça nous a permis à aujourd'hui d'être à un niveau de plus de 60% des palettes qui nous reviennent. Ça a été progressif. Parce qu'au début, vous mettiez trop bas le prix. Voilà. C'est-à-dire que c'était pas assez cher. Voilà, il y a eu un manque de communication, d'explication de pourquoi consigner les palettes, puisque ça faisait une ligne de facture supplémentaire. Donc il y a eu besoin d'énormément de communiquer et puis d'expliquer que financièrement, ça permettait de ne pas racheter tous les ans la totalité des palettes. Une palette 60 euros? Oh non, non. 10 euros? Non, non, là, ça a beaucoup monté, c'est en train de redescendre, mais on est plutôt autour des 15 euros. 15 euros, d'accord, ok. Donc ça donne quand même un ordre d'idée de façon très concrète. Géraldine l'a dit, après il y a le problème des emballages. Est-ce que vous aussi, côté semences, vous l'avez abordé, l'emballage? L'emballage, on contribue via l'association Arest, dont on fait partie, pour financer la récupération via Adivalor, la récupération et le recyclage de nos emballages de semences. Géraldine, vous avez le micro. Vous êtes prêt à mener beaucoup de personnes avec vous dans cette logique de décarbonation? Amener beaucoup de personnes? D'acteurs, ouais. Ah oui, oui, on est obligé parce qu'en fait, nous, comme je disais tout à l'heure, en fait, on est en bas de la chaîne et on a absolument besoin de tout le reste de la chaîne pour être efficace et pouvoir justement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés donc à 2030 et 2040. Donc on est vraiment dans une logique partenariale très très forte, déjà verticale comme je l'ai dit, mais aussi, je ne sais pas si on peut parler d'horizontalité, mais le fait de devoir aussi se rapprocher de nos pairs. Alors on n'en est pas encore au stade de travailler main dans la main avec nos concurrents, mais en ce qui concerne nos pairs, c'est assez novateur que de se rapprocher de beaucoup d'industries de l'agroalimentaire de façon très étroite, au niveau de terroirs, au niveau de zones géographiques très spécifiques, pour voir de quelle manière on peut vraiment coopérer ensemble et surtout cofinancer des projets d'agriculture régénératrice notamment, sur lesquels on doit vraiment s'entendre à chaque niveau du projet. Donc vraiment quel type de KPI, d'objectifs, sur quel type de typologie de sujet, quel type de modèle financier. Enfin, c'est assez intéressant et assez novateur pour nous. Donc vous êtes fixé des objectifs, vous êtes prête justement à être à l'écoute de toute proposition verticale ou horizontale, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous savez quantifier les actions que vous menez pour justement atteindre les objectifs que vous êtes fixés? Alors, en termes de quantification, donc résultat de nos actions, c'est encore un petit peu le démarrage, forcément. Les seules actions sur lesquelles on a des résultats aujourd'hui, qui sont d'ailleurs publics, c'est nos pilotes, la première phase. Parce que la deuxième phase, on est en train de la mettre en place. Donc, si je vous parle de la première année, donc l'année 2021, on a eu en réduction de carbone, on a eu 34% de réduction de carbone par rapport à 2020. Donc c'était vraiment un mix entre 2020 et des parcelles qui étaient des parcelles témoins. Parce que donc au démarrage, ça n'a pas été simple de mettre en place une baseline. Et ensuite, sur l'année suivante, on a eu 13% de réduction en carbone. Je ne vous parle pas de la séquestration de carbone parce qu'aujourd'hui, notre outil n'est pas complètement au niveau des attentes du GHG protocole. Donc, on doit encore affiner, je dirais, la dimension séquestration pour pouvoir la rendre publique. Donc, on a en effet quelques retours. C'est énorme. On parle de 40 pilotes en France. 34%. Pardon ? C'est énorme. 34%. Oui, c'est énorme, mais c'est sur on parle de 40 parcelles en France. On parle de 400 au niveau mondial et sur la totalité du programme pilote, on est sur 20 000 hectares. Donc ça reste quand même limité. Mais c'est encourageant. D'où le test and learn et l'idée d'accroître l'approche. Et la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est 2 volets. Le premier volet que j'ai évoqué sur la partie mise à l'échelle, donc ce qu'on appelle notre approche Regenerative Agriculture. Donc vraiment mise à l'échelle et ne plus parler simplement de pilote, mais vraiment de zones importantes sur lesquelles on va travailler avec d'autres. Et la deuxième partie sur laquelle on essaie d'être présent, on parlait des dimensions production de fertilisants qui correspondaient peu ou prou à 40%
des émissions en agriculture. On essaye aussi de travailler en groupe, donc en consortium sur ce sujet. Et là, on est en train de se rapprocher d'autres entreprises pour monter un consortium aussi avec un acteur de l'Union européenne pour financer une usine de production d'engrais bas carbone. Donc on essaie d'influencer aussi comme on peut, je dirais, cette dimension, parce qu'on en est très loin, mais on essaye d'avoir une influence parce que ça pèse lourd dans notre bilan carbone au final. Alors, on a la chance de vous avoir et vous avez un regard mondial, votre titre le prouve. Est-ce que la France, on est plutôt en avance, plutôt en retard? Comment on est situé? Très en avance, clairement. On nous dit souvent arrêtez de faire un focus sur la France. C'est un peu difficile étant donné qu'un tiers de nos matières premières proviennent de la France, qu'on est un groupe hollandais, donc le siège est en Hollande, mais la France est juste à côté. C'est pas que ça, en fait, c'est surtout aussi, on parle de carbone, déjà le label bas carbone, c'est quand même inédit. D'un point de vue mondial. En 2020, on a été les premiers. On peut regarder aussi l'INRA, c'est le premier institut de recherche agricole au monde, donc tout le monde le sait, et voilà. Et puis ne serait-ce que les agriculteurs, on le voit dans nos pilotes, on en a quand même dans 15 pays avec actuellement 300 agriculteurs dans les pilotes. Et le niveau de connaissances agronomiques des agriculteurs en France n'a pas grand-chose à voir avec un certain nombre d'autres pays. Donc c'est assez clair que la France est en avance, je trouve, de notre fenêtre en tout cas. Alors on va prendre la partie questions-réponses. Qui souhaite intervenir, témoigner? Je suis juste... Oui, monsieur, si vous voulez bien vous présenter. Merci. Emmanuel Bonin, Soufflet Agriculture. Donc une question à Heineken, Géraldine Bernard. Quand vous parlez de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou d'économie de carbone à la parcelle, des moins 34%, la première année, vous êtes à l'hectare ou à la tonne d'orge ou de malt produit? Parce que c'est extrêmement, extrêmement impactant en fonction du potentiel et des secteurs où on produit de l'orge de brasserie. C'est une très bonne question. C'est à la tonne d'orge, en fait. Mais c'est une très bonne question. Parce qu'on a aussi... Oui, tout à fait. J'aurais dû le préciser. D'autres questions? Profitez-en, on a des témoignages. Qui a levé le bras? Oui, pardon. Merci. Donc François Jacques, AGPB, producteur d'orge de brasserie. Alors moi je tiens à vous remercier. Alors déjà un grand merci parce que vous avez expliqué qu'Heineken était en bas de la chaîne. Alors ici on a au congrès CMA AGPB, j'en ai déduit que les producteurs et la semence bien sûr étaient en haut. Donc ça je vous remercie de votre considération, ça c'est très agréable. Ma question, c'est, vous avez dit qu'on était, nous, les agriculteurs français ou l'agriculture française, en avance sur la décarbonation, mais vous avez dit qu'on n'était qu'un tiers de votre approvisionnement. Tout ça est mélangé, est tracé. Est-ce qu'on a de la bière bas carbone française? Vous voyez l'actualité aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'il va y avoir cette Heineken européenne, française, bas carbone, ou est-ce que tout ça est mélangé et qu'il c'est impossible de le tracer? Alors on est très prudent sur ces sujets. En fait, ça rejoint un peu les sujets de greenwashing aussi. On fait très 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 attention à vraiment ne communiquer que sur ce qu'on fait vraiment et ce qu'on est capable de faire. Pour répondre à votre question sur une future bière bas carbone, en fait, c'est notre objectif à un moment quand on aura réussi à embarquer suffisamment de volume bas carbone, suffisamment bien traçable pour pouvoir avoir vraiment une communication sur une bière bas carbone. À date, pour être très honnête, on n'en est pas capable parce que même nos premiers programmes de mise à l'échelle qui vont certainement voir le jour cette année ne vont pas permettre en termes de volume en année 1 de parler d'une bière bas carbone parce qu'on est encore dans une logique de mass balance. Donc on ne va pas avoir 100% de nos appros qui seront bas carbone. On ne pourra pas le faire au début. C'est une ambition. C'est très difficile pour moi de vous dire quand, parce qu'après ce sera d'autres considérations. Est-ce qu'on attend d'être bas carbone sur un certain nombre de territoires avant de parler d'une gamme de bières bas carbone? Est-ce qu'on va décider, à quelle échelle on va décider de commencer à communiquer là-dessus? Est-ce qu'on va vouloir même communiquer là-dessus? Il y a énormément de questions autour de ça. Mais oui, à un moment, on devrait pouvoir le faire si on le souhaitait. Mais la question est quand? Ouais. Je ferai un complément sur effectivement la communication.
faut être très vigilant et prudent de communiquer avec un label ou je ne sais quel slogan de faire du bas carbone, parce qu'il faut faut être capable de le démontrer, de le prouver, de le justifier avant de communiquer. Oui, mais vous, Gilles, vous avez mis des panneaux, vous faites quand même un effort. Vous pourriez communiquer sans forcément dire on a le label, peut-être faire visiter Tout à fait, aux clients. c'est ce que je viens de faire un petit peu aujourd'hui, puisque c'est un scoop, hein, c'est la première fois que j'en parle. Je peux en parler aujourd'hui et je ne suis pas encore à mettre un label sur les sacs de semences, mais ça va peut-être venir. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais besoin de justifier de la consommation précise, l'électricité que j'utilise, de pouvoir prouver qu'effectivement, je consomme moins que ce que je produis. Ce que je produis, je peux le prouver déjà depuis l'installation des toits photovoltaïques, mais c'était la consommation que je devais bien justifier face à la consommation. Donc là, c'est chose faite depuis début janvier. Donc on va pouvoir s'attaquer à la phase de communication. Très bien. Une autre question, une remarque. Posez vos questions de façon très pratique, si vous envisagez aussi une démarche de ce type. Moi, j'ai plein de questions. Alors, Laura, par exemple, vous allez produire de l'électricité, vous allez produire du biogaz, vous allez injecter du biogaz. Une coopérative, c'est un territoire. On parle beaucoup aujourd'hui de communauté énergétique. Est-ce que vous faites un lien un peu avec cette approche territoriale ? Oui, mais justement, j'allais en venir pour compléter les propos de mes collègues sur à la fois cette partie promotion sur le territoire et l'aspect un peu communication. On a lancé, alors c'est l'Alliance Bourgogne-Franche-Comté qui regroupe 3 coopératives qui sont Dijon Céréales, Bourgogne du Sud et Terre Comtoise, qui sont d'ailleurs aussi à l'origine du projet Secalia pour la méthanisation et des panneaux photovoltaïques que je n'ai pas cité tout à l'heure. On a lancé une marque régionale collective qui s'appelle Nous Autrement, qui a été lancée il y a 2 ans, avec l'objet aussi de promouvoir l'agriculture locale et nos producteurs locaux. Et donc en ce sens, on est pour une marque régionale qui peut vraiment mettre en avant les produits de notre terroir, la qualité des produits qui sont faits en région Bourgogne-Franche-Comté et vraiment communiquer sur l'aspect local qui répond aussi à des attentes sociétales avec une volonté, en tout cas nous pour le groupe et pour l'Alliance, de relocaliser aussi nos productions agricoles. Et c'est l'un des travaux aussi qui sont faits en expérimentation sur 2 plateformes, une en plateau, une en plaine, sur de la relocalisation aussi de nouvelles cultures, nous concernant. On a des demandes aussi des industriels qui souhaitent avoir des productions locales et, comme on le disait ce matin, sur l'évolution climatique, on se doit aussi d'anticiper les changements de température à venir. On sait que d'ici quelques années, en tout cas sur la Côte d'Or, on aura des températures qui avoisinent celles de la vallée du Rhône. Donc aujourd'hui, on est en expérimentation sur notamment des arbres fruitiers, des pommes, des abricots, mais également sur des herbes de Provence. On est sur, je crois, à peu près 27 espèces qui sont testées sur nos plateformes pour aussi apporter du local, apporter une solution pérenne à nos agriculteurs, mais aussi valoriser sur la marque Nous Autrement, qui aujourd'hui est porteur de sens et c'est, on pense, ce que recherchent aussi nos concitoyens. Alors je reviens au point d'origine, c'est-à-dire le fait de vous êtes dans une zone où les terres sont quand même en potentiel limité, où les rotations traditionnelles sont revues, mais il y a quand même peu de coopératives comme vous qui sont engagées de façon massive à ce jour. Oui, alors c'est vrai qu'on a des actions, on va dire, on multiplie quand même pas mal d'actions qui nous semblent être intéressantes et riches de sens. On parlait de collaboration tout à l'heure, je peux citer peut-être en termes d'illustration le projet Profilet, qui a été porté aussi par l'Alliance BFC, en lien avec différents organismes autour de la table, encore une fois, avec des chambres d'agriculture, des producteurs d'aliments du bétail, évidemment des éleveurs, les coopératives. Et l'idée dans ce projet-là, c'était notamment d'éviter les importations de protéines pour les élevages en Bourgogne-Franche-Comté, en s'intéressant plus particulièrement à la filière lait. Et on voit aujourd'hui, on a des premières contractualisations qui sont faites, notamment sur la production de soja, qui ont été faites en 2023 sur environ 450 tonnes. Et donc on met notre première pierre à l'édifice pour aller vraiment dans ce sillon de la valorisation locale de nos matières premières agricoles. Donc c'est un exemple. C'est vrai que Secalia, on en parlait tout à l'heure, c'est un exemple très visible. Mais on a aussi d'autres actions qui sont peut-être moins visibles, mais en tout cas non moins impactantes pour notre territoire. En quelques années, vous êtes converti vers d'autres métiers. Sur le plan humain, ça a bien suivi
En interne? Alors en interne, oui, ça a plutôt bien suivi, enfin, en tout cas de mon point de vue, puisque comme je vous l'exposais tout à l'heure, on a dans les 4 piliers de la RSE, on a la partie climat social. Et au sein de la coopérative, on a un management collaboratif ce qui n'est pas que du vent, c'est vraiment un management collaboratif qui met en valeur la transversalité aussi de nos équipes. Moi-même, je suis à mi-temps sur la RSE, j'ai une autre casquette sur une filiale agroalimentaire. Je pense que ce qui fait aussi la richesse de nos organisations, c'est de pouvoir aussi casser l'effet silo, de garder l'efficacité du silo quand c'est nécessaire évidemment, mais de mettre en valeur cette transversalité et de fonctionner vraiment en mode agile. Et cette organisation aujourd'hui, elle existe, elle est réelle au sein du groupe et je pense aussi que c'est ça qui amènera les talents de demain pour amener aussi d'autres compétences qu'on n'avait pas au sein de la coopérative et qui nous permettra de monter en compétences aussi sur des sujets sur lesquels on grandit aussi en même temps que les projets en cours. Donc c'est vraiment une réalité. Vous allez... Oui, une question. Allez-y. Allez-y, allez-y. Ça va. Sylvain Lermite, AGPB, responsable Europe et filière. Oui, je vais vous... Pour que ça passe bien pour les téléspectateurs. Allez-y, parlez dedans. Non, alors je... Sylvain Lermite, AGPB, responsable Europe et filière. Merci beaucoup pour la présentation de ces initiatives en faveur de la décarbonation. On voit beaucoup de choses qui se font au niveau du secteur privé, au niveau des pouvoirs publics aussi, avec des initiatives plus ou moins positives, comme la certification carbone en réflexion au niveau européen, ou des taxes qui pourraient s'appliquer sur les engrais aux frontières avec le mécanisme d'ajustement carbone. Et il y a une question derrière tout ça, et comment vous voyez l'avenir du prix du carbone et au final, comment rémunérer correctement les agriculteurs qui s'engagent et qui font, en fait, dans les médias, et plusieurs d'entre vous l'avez souligné, qu'il y a pas mal à faire au niveau de l'amont agricole. Comment rémunérer correctement? Comment vous voyez la complémentarité ou la cohérence de toutes ces initiatives et des réglementations européennes pour, au final, l'objectif, financer correctement la décarbonation du secteur agricole? Merci. Qui répond à cette question? En sachant que pour donner des éléments du contexte, le prix du carbone n'est pas assez élevé ou pas jugé assez élevé aujourd'hui. On espère que dans le futur, il soit multiplié par 2, par 3, peut-être par plus, pour que ça incite le maximum d'acteurs à faire de la captation du carbone, et ce qui explique pourquoi ça patine un peu aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, je vous ai juste laissé le temps de réfléchir pour que vous puissiez répondre. Je peux peut-être apporter en tout cas une bride de réponse, puis je laisserai la parole par la suite. Je pense que déjà la difficulté sur ce genre de sujet, c'est aussi la récolte de la donnée. Donc nous, on fonctionne avec un service data, avec 7 data scientists au sein du groupe. Mais pour valoriser les filières, évidemment, il faut déjà à la base qu'on ait de la donnée de bonne qualité, qui soit traitée aussi en réponse à la valorisation des filières agricoles de ce qu'on veut faire. Nous, comme on dit, on ne peut pas non plus à chaque fois demander à l'agriculteur X données, à chaque fois sur tel sujet, on a des cahiers des charges assez différents. Donc en tout cas, nous, une partie de la réponse en tout cas que je pourrais apporter, c'est vraiment le traitement de la donnée. Nous, en tout cas, avec un service data interne qui est au plus près de nos agriculteurs, à la fois sur la valorisation, sur la partie filière, mais aussi de manière plus générale sur du conseil technique, des outils d'aide à la décision qui, en tout cas, en notre sens, est une première marche au progrès pour pouvoir valoriser cette partie carbone, avec notamment, évidemment, le sujet du crédit carbone, le label bas carbone, dont tout le monde connaît sur la partie exploitation agricole. Dites-moi, Laura, si j'ai bien compris, la valorisation, ça veut dire de la donnée de qualité, et aujourd'hui, vous ne l'avez pas, ou vous ne pouvez pas la demander à l'agriculteur, en plus de tout le reste, c'est ça? On accorde de l'importance à avoir une donnée de qualité. Par contre, on ne l'a pas sur toutes les données nécessaires pour valoriser. Alors aujourd'hui, on a des questionnaires et des systèmes qui existent sur des données semi-spécifiques, des données standards. Donc en soi, ça reste de la donnée juste. Mais pour être très précis sur nos modèles, effectivement, la qualité de la donnée et l'interprétation et le traitement qu'on en fait derrière est indispensable. Pas encore. Géraldine? Je ne vais pas reprendre le point de la donnée parce qu'effectivement, c'est le sujet de tout le monde. Bien Pardon. Je rajouterais peut-être que, en fait, nous, en tout cas, on ne le formule pas forcément comme ça, mais je dirais qu'on se positionne par rapport au prix du carbone actuel
l'idée qu'on a, c'est vraiment de financer l'ensemble des actions qui sont nécessaires pour décarboner, séquestrer. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de financer tout ce qui a trait à des pratiques différentes, donc les investissements potentiels que l'agriculteur peut avoir à réaliser, mais également financer l'ensemble des formations, ça veut dire financer des organismes de formation, des parties tierces, financer, et ça c'est important, la partie assurance. En général, dans la prime, elle pèse lourd sur vraiment tout ce qui va être s'assurer que l'agriculteur qui, entre guillemets, prend ce risque d'aller vers la transition, il va pas perdre, en fait. Il va avoir cette assurance qui va prendre le relais. Donc, en fait, on est plutôt en train dans une logique de sécurisation de la transition par rapport à l'agriculteur, de s'assurer qu'il ne va rien perdre. Et en plus, il y a le prix du carbone qui varie et qui lui permet de gagner. Mais je ne dis pas que ça ne va pas évoluer parce que c'est très, très mouvant et très, très changeant. Mais à date, il me semble que c'est la meilleure description de la logique financière qu'on a en tête. Une question ou une remarque? Je ne sais pas. Oui, merci. Stéphane Gézéquel, Arvalis. Je vous entendais avec satisfaction citer le label bas carbone qui nous a demandé pas mal de boulot à Arvalis il y a 2 ans. Et c'est très bien qu'il serve pour améliorer vos travaux sur toute la filière. Je voulais peut-être vous citer, je vous entendais parler d'agriculture régénératrice et du fait de devoir maintenant prendre en compte toute la rotation avec, y compris des partenaires pour d'autres cultures. Le dénominateur commun sur l'agriculture régénératrice, c'est le sol, bien sûr, notamment l'activité biologique du sol. Et je voulais peut-être vous citer 2 travaux scientifiques assez récents, qui ne sont pas assez connus, contrairement au label bas carbone, qu'on a mené avec l'INRAE, avec d'autres partenaires. Un projet qui s'appelle Microbioterre. Si vous tapez Microbioterre, TE2RE sur Internet, vous tomberez dessus, où on a produit un guide pratique pour relier des paramètres du sol qui sont maintenant mesurables en analyse de sol, de routine. L'analyse de sol s'appelle agro-écosol, et on peut relier ces paramètres aux fonctions attendues du sol. Donc c'est une grande première parce qu'on a travaillé sur les référentiels d'interprétation de toutes ces mesures pour relier des paramètres mesurables à des fonctions attendues de type agriculture régénératrice. Voilà. Super intéressant, merci du partage. Nous, dans cette logique de filière, on est du coup dans une logique plus de prescripteur par rapport à ce que vous venez de décrire auprès de nos principaux transformateurs / coopératives pour leur, au cas où ils ne le sauraient pas, leur indiquer en effet toute la veille que nous aussi on fait en termes d'outils carbone. Il y en a quand même énormément. Et beaucoup ont des plus, des moins. Il n'y a pas forcément des analyses toujours très pertinentes de justement des atouts et des points d'amélioration des uns et des autres. Donc c'est très intéressant d'avoir ce point-là. Merci. Oui. Thierry Momont. Oui, donc Thierry Momont, que vous avez pu m'entendre en début. Vous avez compris par la présentation qui a été faite par Jean-Pierre Cohan que la variété est un élément important. Ça fait partie du PULS, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est un élément important. Or, si originellement la filière brassicole exigeait pour sa traçabilité l'utilisation de semences certifiées dans ses contrats, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui peut revenir sur la table quand vous regardez de manière objective l'apport de la variété sur les réductions d'intrants, sur les réductions de fongicides et de produits de protection des plantes de manière générale? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être discuté? Géraldine, une vraie question. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour répondre, mais je dirais plutôt... Disons dans l'esprit. Plutôt oui, parce que je pense que tout le monde a... Encore une fois, il y a eu vraiment une courbe d'apprentissage en interne sur toute la dimension agricole et des prises de conscience, c'est surtout ça, notamment des équipes dirigeantes. Et de plus en plus, on se rend compte effectivement de l'importance de la dimension recherche variétale. Et c'est aussi beaucoup de sensibilisation qui provient de nos coopératives, des discussions qu'on a avec nos coopératives. Donc en fait, ça fait son chemin, mais je ne peux pas vous répondre oui ou non, évidemment, mais je dirais que la porte est ouverte, à mon avis. Eh bien, on est à votre disposition si on doit vous accompagner pour rencontrer les personnes concernées. Merci. Voilà, l'appel est lancé. Une toute dernière question et on termine.
Oui, merci. Guillaume Roulet, Société Unisigma, sélectionneur dans l'Oise. Je voulais avoir quelques éléments plus concrets sur la mise en place du cahier des charges qui vous a permis d'arriver donc chez Heineken, Madame Bernard, qui vous a permis d'arriver à ces 30% d'économie de carbone, si j'ai bien compris, à la tonne produite. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments concrets de ce qui a été mis en œuvre dans les expérimentations pilotes pour arriver à ce résultat? Très bien, oui. Alors, en fait, on ne parle pas vraiment, c'est important déjà comme premier point, on ne parle pas vraiment de cahier des charges parce qu'en fait, en aucun cas, on se permet d'être prescripteur de quoi que ce soit parce qu'on n'estime pas du tout être spécialiste du sujet. Donc, en fait, la façon dont ça s'est passé dès le démarrage, ce programme pilote, c'est vraiment que pour chaque agriculteur dans le programme, c'était la coopérative ou dans certains cas, quand les modèles d'achat sont différents, des parties externes qui sont spécialisées en agronomie, qui donnent, selon l'analyse initiale, qui donnent en fait les pratiques à mettre en place pour cet agriculteur. Donc il n'y a pas un modèle pour tout le monde. Ça c'est déjà hyper important. En plus on est sur vraiment des pays très variés. Pour vous en citer certains, on est sur le Brésil, l'Argentine, le Mexique, la France, la Slovaquie, l'Angleterre. Enfin, donc c'est quand même très varié. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, il y a tout un pan qui est vraiment sur l'agriculture de conservation des sols, donc sur une logique de variété de rotation, sur vraiment le couvert végétaux qui, en général, est le premier levier qui permet la séquestration. Quand on regarde tout confondu de loin, c'est ce qui permet le maximum de séquestration dans nos analyses. De tout ce qui est laisser les résidus au sol, aussi tout ce qui est engrais biologique. Ça, vraiment, la partie organique, on l'a pas vu dans tant de pilotes que ça, mais c'est clair que c'est un levier de séquestration très important. Et ensuite, il y a toute la partie fertilisation, où là, il y a un pilotage d'un pays à l'autre en fonction aussi des réglementations. Donc vraiment une réduction du montant de fertilisants au sol, un changement de typologie de fertilisants aussi. Et enfin, la partie forme, passer notamment à une forme solide dans un certain nombre d'expérimentations. On a vu qu'il y avait vraiment un effet assez intéressant. Donc c'est vraiment jouer sur la partie conservation des sols et sur la partie fertilisation. Avec d'un pilote à l'autre, en fait, on n'est pas forcément sur le même, sur 50-50. Dans certains cas, c'est vraiment 0-1. Ça va être que sur la fertilisation ou que sur la conservation des sols. 11h15, nous sommes parfaitement dans le timing pour enchaîner les tables rondes et je vous demande d'applaudir bien fort Géraldine, Bernard, Laura, Alka et Gilles Lachambre. Merci à vous.